Salut à tous, c'est Halloween, fête autrefois celtique, devenue fête du commerce et des vendeurs de diabète, après un petit tour en Amérique. L'occasion pour nous, comme chaque année sur Amazing Geek, de parler des monstres dégueux et autres fantômes blafards de la culture geek d'épouvante. Dans les années 80, les lecteurs de Strange, avides de nouveautés, qui fleurissaient dans toutes les maisons de la presse, goûtèrent à un moment ou un autre à un parfum d'interdit en mettant la main sur des comics ou des revues, arborant souvent des couvertures provocatrices, mais vraiment badantes, et j'ai bien dit badantes. Leur contenu en un seul mot permettait de découvrir qu'il y avait autre chose que les super-héros. La sensibilité juvénile des lecteurs en prenait un coup lorsqu'ils découvrirent de nouvelles séries fantastiques, d'épouvante et d'horreur, le tout teinté parfois d'érotisme, à peine déguisé et très attirante pour les jeunes boutonneux qu'ils étaient encore. Ces BD, et là je parle pour moi, comme pour bien de mes amis, changèrent véritablement nos habitudes de lecteurs, de comics, chez Marvel ou DC. S'affranchissant de la censure destinée à protéger le Jones, Artima proposait des personnages plus inquiétants et plus sombres que le monde coloré des super-héros. L'éditeur de Tourcoing publiait des récits plus sombres, insufflant un vent de liberté dans le comics français. À commencer par Dracula. Au départ, il n'était publié qu'en format pocket. Sous la plume et le crayon de Marv Wolfman et de Jane Colan et de Tom Palmer, Dracula envahit les albums Haredi à partir d'avril 1980. Les 11 albums rassemblaient les derniers épisodes de la longue série Dracula qui existait déjà depuis plusieurs années dans cette maison d'édition. Dans cette collection, le vampire est un manipulateur qui prend femme et essaye d'avoir un héritier. Dracula est humanisé et on comprend ses motivations. Et le dessin de Jane Colan y est très sombre, ajoutant une plus-value au récit. Brume et coins obscurs sont présents sur chacune des planches. Outre ses aventures diaboliques, Dracula rencontre le Docteur Strange dans le numéro 1. Une exception dans les albums avec le troisième album où on nous sert une aventure du loup-garou dans une aventure méga glauque. Plus improbable encore, Dracula affronte le surfeur d'argent, mettant en scène l'affrontement éternel entre l'ombre et la lumière. Le 11e épisode, en avril 1983, met un terme à l'existence du vampire et elle est plutôt bien réussie. À cette même époque, on pouvait découvrir d'autres BD de la maison Artima, plus glauques encore, avec différentes séries comme celle de Il est minuit, l'heure des sorcières. Il a existé 3 séries pour ce titre. Moi, j'ai surtout connu la série publiée entre 81 et 83, qui mêlait des récits courts d'horreur et d'épouvante avec parfois même de la science-fiction. Les histoires étaient présentées par 3 sorcières, Mildred, Mordred et Cynthia. Ces BD étaient dans l'esprit des Tales from the Crypt, mélange d'humour noir et de macabre parfois assez dérangeant. De même, il existait aussi la série intitulée Le Manoir des Fantômes, là encore recueil et récits d'épouvante parus dans la collection Artima Color DC Superstar. Il y eut 8 numéros entre avril 81 et septembre 83. Dérangeant, les récits avaient souvent un final mémorable. Et puis comment ne pas parler entre 85 et 87 du Pocket Spectral, qui relatait des récits d'épouvante, mais également ceux de la créature du marais, qui constituait la principale série du Pocket et qui a permis en France de bien faire connaître au public son existence. Pas de couleur et juste du noir et blanc qui forçait l'atmosphère sombre décrite dans les récits. On pouvait y découvrir des chefs-d'œuvre de l'épouvante. Bien plus sombre que les histoires de super-héros, ces BD étaient très attirantes par le parfum macabre et d'interdit qu'elles laissaient planer, et ces BD ont permis aux lecteurs de découvrir de nouveaux horizons et de nouveaux auteurs, ouvrant des perspectives plus grandes que celles des super-héros qui étaient cloisonnés par la censure. Ce fut une véritable révolution pour les gosses de cette époque dans la façon de lire et d'appréhender ces univers macabres. Mais loin de ces albums Haredi, il était difficile de trouver une allusion à l'épouvante et aux créatures démoniaques chez le concurrent lulien pour cause de censure catho-bolchevique, hypersensible du Pétou à l'époque. Et pourtant, le magazine Strange avait sans le vouloir diffusé l'ombre de l'un des maîtres de l'épouvante, à savoir celle de Monsieur Lovecraft, que l'on pouvait retrouver dans certains de ses récits marvéliens. Étant un grand fan de l'univers de Lovecraft, ce n'est que des années plus tard, en relisant les vieux Strange, que je me suis rendu compte des similitudes qui pouvaient exister entre l'univers effroyable de Lovecraft et l'univers de Marvel Comics. Pour ceux qui ne connaissent pas Howard Phillips, Lovecraft fut un auteur assez connu au cours des années 20 et des années 30 qui fit l'objet d'un véritable culte avant sa mort survenue en 1937. Pur produit de son époque, du milieu qu'il fréquentait et de l'éducation qui était liée, on ne peut pas dire que le gars était joyeux dans sa life et sa conception de l'humanité défriserait votre permanente, à juste titre d'ailleurs, de par sa dimension souvent raciste et antisémite. Ah. Ouais, Chose malheureusement indissociable du contexte américain et de son époque, tout comme l'étaient bien d'autres écrivains, auxquels Robert E. Howard n'échappait pas dans ses œuvres. Après, c'était l'entre-deux-guerres et on ne peut pas dire que l'humanisme était la pensée dominante, même en Europe, si vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, depuis cette époque, l'importance de son travail n'a cessé de croître, et il est aujourd'hui considéré comme le plus grand écrivain d'épouvante du XXe siècle, avec des registres qui vont de la science-fiction la plus pure à l'horreur gothique la plus classique. La plus célèbre de ses créations est le mythe de Tulu, exposé tout au long d'une série de nouvelles ayant en commun des ouvrages occultes
cultes légendaires et certaines entités diaboliques, et presque tout le temps indestructibles dont la simple vue peut rendre fou. Ce mythe enflammera l'imagination d'autres écrivains qui développèrent à leur tour cette complexe mythologie. Et le mythe de Cthulhu est vraiment devenu un univers de fiction collective, qui se veut un reflet du monde réel, mais où des entités extraterrestres, aussi puissantes qu'anciennes, avec en général plein de tentacules, cherchent à rétablir leurs anciennes dominations sur la Terre. Et l'une d'entre elles, la plus connue, est Cthulhu, qui apparaît dans la nouvelle L'Appel de Cthulhu, datant de 1928, et dont Auguste Derleth, digne successeur de Lovecraft, a repris le nom pour désigner l'ensemble du mythe. Quand je dévorais l'ensemble de l'œuvre Lovecraftienne dans les années 90, je n'ai jamais fait le rapprochement avec certaines BD publiées dans Strange à la belle époque où je lisais des comics. Et ce n'est qu'en relisant bien des années après les revues ludiennes que l'évidence de certaines allusions me sauta aux yeux, comme la misère sur le petit peuple. À commencer par Les Éternels, publié furtivement dans Strange 90 en juin 77, jusque dans le Strange 93 en septembre 77. The Eternal est la plus importante création de Jack Kirby à son retour de chez Marvel dans les années 70. Il y a des millénaires, de gigantesques et énigmatiques dieux de l'espace, appelés les Célestes, vinrent sur Terre pour mener des expériences génétiques un peu cheloues sur les ancêtres de l'homme. De ces expériences naquirent deux espèces, les Éternels, sorte d'immortels surhumains que l'humanité, en des temps anciens, a pris pour des dieux, et les Déviants, êtres difformes comme ma belle-mère, qui inspirèrent les légendes des démons. Et les Célestes, qui n'ont rien de mieux à faire, décident de revenir un jour pour juger leur création. Lug avait misé à l'époque sur la célébrité de Jack Kirby, que les lecteurs connaissaient pour les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques. Ta gueule! Avec les Eternals, le style de Kirby a évolué avec un graphisme baroque, exagéré et explosif comme ma façon de vous présenter ce documentaire. Les deux sociétés en guerre libérèrent toute leur violence et infligent beaucoup de destruction. Qui plus est, la série n'est pas connectée au reste de l'univers Marvel et elle ne peut prendre appui sur la présence de héros déjà installés dans Strange. L'œuvre de Kirby ne restera que 4 numéros. 4 numéros, alors que la série américaine connaîtra 19 épisodes. Luc prétendait que la pression de la censure sur la maison lyonnaise était trop forte et la maison d'édition s'est empressée de foudroyer la série, à l'image de l'unique couverture de Strange consacrée aux Eternals, où on voit Icaris fragilisé et blessé. Tout un symbole. Toutefois, il est évident que Jack Kirby a tenté de faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire avec les Éternels, avec un bestiaire et un imaginaire hérité de la culture américaine, dont une de ses composantes était très Lovecraftienne. Ah bon? Bah oui, on le voit à travers les déviants et leur mutation en reptiles dinosauriens. On appelait bien une imagerie cthulhienne, très opposée à la spiritualité d'une intervention divine sur la création de l'homme et des éternels. Et moi, j'adorais ce concept de base. Sauf qu'au final, Kirby n'a pas été assez audacieux à mon goût, et c'est là qu'il s'éloigne de Lovecraft, puisque dans son récit, les dieux sont d'impressionnantes entités robotisées, et au final, cela finit par rendre discutable leurs origines divines, car les robots ne sont-ils pas des créations humaines? Non. Et c'est pour ça que j'ai vite été déçu par le concept, alors qu'au moins, il y avait d'autres pistes dans l'œuvre de Lovecraft. Et finalement, Marvel n'a pas eu ce qu'il fallait dans le froc pour tenter l'aventure Lovecraftienne, puisque toutes les entités de l'univers, que ce soit le Surfer, Galactus et consorts, tels que l'étranger ou l'Overmind, en passant par les extraterrestres comme Martinex ou même Yondu dans les Gardiens de la Galaxie, n'apportent rien d'original avec leur apparence anthropomorphique et leur état d'esprit très humanisé. Pendant un temps, j'avais eu un espoir avec les Spectres Noirs dans Rome qui sortaient de temps à autre un peu du lot, mais rapidement leur motivation restait celle que pouvaient avoir les humains belliqueux, et à chaque fois les récits nous ramenaient tristement à l'humanité. Alors plutôt que de créer, Marvel s'est contenté de reprendre les créatures de Lovecraft, à commencer par le romancier lui-même, qui fait partie de l'univers principal de la Terre 616. Il y joue son propre rôle, simplement avec la particularité qu'il est le seul humain à avoir la connaissance des anciens dieux, qui dans Marvel existent vraiment. Ah! On retrouve aussi Cthulhu, la créature la plus connue du mythe de Lovecraft, qui fait une brève apparition dans les comics de Moon Knight 191 et 199. Mais l'univers de Lovecraft est aussi présent chez Marvel, avec les démons Shumagorath, Chthon, Subnigurat, qui sont des inspirations directes du mythe de Cthulhu. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Shumagorath, par exemple, est une créature démoniaque créée par le scénariste Steve Englehart et le dessinateur Frank Brunner. Il apparaît pour la première fois dans le Marvel Première numéro 5 en novembre 1972 comme un adversaire du Doctor Strange. On peut aussi en voir une apparence dans le film du Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où Strange, Wong et America Chavez affrontent une créature tentaculaire appelée Gargantos, qui est en fait semblable à Shumagorath. Pour ceux que ça intéresse, le nom du personnage n'est à la base pas l'œuvre de Lovecraft, mais de son ami Robert E. Howard, qui cite le nom de cette entité dans sa nouvelle intitulée The Curse of the Golden Scroll, la malédiction du crâne doré pour les plus cons, dans laquelle un magicien en train de mourir, nommé Rota,
invoque des livres liés de fer de Shumagorath dans une malédiction contre l'humanité. Bien évidemment, les lecteurs assidus des Avengers ont également pu rencontrer une autre créature Lovecraftienne dans la personne de Chthon, autre entité démoniaque évoluant dans l'univers Marvel. Créé par Marv Wolfman et Bill Mantlo, ce personnage apparaît pour la première fois sans être nommé dans le comics book Marvel Chiller numéro 1 en octobre 1975. On apprendra plus tard son identité dans Avengers 185 en juillet 1979, vu chez Aredi dans le 8e album de la collection Artimacolor Marvel Superstar, appelé Le Mystère de Wundagore. Ce personnage tire son nom du mot grec Chthon, qui signifie terre ou terreux. Le nom désigne d'abord chez les Grecs, puis dans de nombreuses mythologies des divinités associées à la terre et parfois au monde souterrain. C'était vraiment très intéressant. De tous les démons des comics Marvel, Chthon est le plus puissant. Ce dieu ancien a régné sur d'innombrables planètes pendant des millions d'années. Il est avide de pouvoir et il a même réussi à devenir le souverain de sa propre dimension infernale. Maître de la magie noire, il a surtout créé le grimoire maudit, équivalent marvelien du célèbre Necronomicon, imaginé par Howard Philip Lovecraft. Ah bon ? Et inévitablement, il nous faut parler du Necronomicon que les cinéphiles ont pu découvrir dans les Evil Dead de Sam Raimi. D'après Lovecraft, le Necronomicon est l'œuvre d'un certain Abdul al-Hazred, un poète ayant vécu vers 730 après JC, appelé l'Arabe dément, qui aurait retranscrit les textes sacrés des divinités obscures, les fameux grands anciens du panthéon Lovecraftien. Ce livre serait un artefact qui pourrait provoquer la fin du monde. Et vous pensez bien que l'idée est séduisante pour Marvel, qui, bien évidemment, a adapté ce livre maudit en Darkhold, sorte d'ensemble de parchemins écrits il y a des millions d'années, par l'ancien dieu malfaisant Chthon et contenant l'ensemble de ses connaissances occultes et maléfiques destinées à maîtriser et comprendre les forces mystiques noires de l'univers. Voilà, cette courte analyse est forcément non exhaustive, mais j'avais envie de montrer les relations entre le monde de Lovecraft et de Marvel, en particulier pour tous les gens qui, comme moi, aiment les histoires de super-héros et d'épouvante. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pu identifier d'autres créatures à la sauce Lovecraft chez Marvel, et j'imagine que certains d'entre vous ne pourront faire que le rapprochement entre les créatures Lovecraftiennes et Venom ou Carnage, définis par leurs horreurs corporelle, mais pas seulement. Car les symbiotes qui se sont liés à Eddie Brock et Cletus Kasady sont des parasites extraterrestres monstrueux. Je pense en particulier au comics Web of Venom, intitulé Carnage, numéro 1, où on voit l'ombre de Lovecraft investir le personnage, et le récit avec les composantes du mythe Lovecraftien, tels que les cultes d'anciens dieux ressemblant à des horreurs cosmiques, existant à la périphérie de la réalité, des personnages tombant dans la folie à cause d'eux. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette petite démonstration sans prétention, c'était Bob Zombie dans le tube, à très bientôt les geeks.